Salut Luc. Salut Gabriel, ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Ouais, merci d'être venu jusqu'à l'EM. Ouais, donc on est dans les super locaux de l'EM Lyon, à Gare de Lyon, qui sont tout neufs et que je connaissais pas, qui sont très chouettes. Et dans le bureau de BC Diploma. Dans le bureau de BC Diploma, donc attention. Ça rigole pas, bureau complètement vide parce que BC Diploma, on va en reparler, vous êtes en remote. Et tu m'as dit tout à l'heure... Et surtout, il y en a 2 au CES à Las Vegas. Il y en a 2 au CES à Las Vegas, alors on va y revenir. Parce que Consumer Electronic Show, mais vous ne faites pas d'électronique. Mais non, ok. Mais Deep Tech sélectionné par la région. D'accord. Alors, et alors, chose très cool, donc, comment c'est home office, c'est ça que tu m'as dit. Donc chacun travaille chez soi. Le vendredi. Et le mercredi. Chez BC Diploma. Et vous avez fait une ICO sans même vous rencontrer. La plupart de l'équipe s'est pas rencontrée avant l'ICO et à la fin de l'ICO, on était 10-12 presque temps complet. Putain, c'est dingue. Donc on a une culture de travail sur Telegram ouais. Non-stop avec des gens qui réagissent quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, qui est incroyable. Donc notre vrai bureau, c'est Telegram. C'est Telegram, ouais. Et c'est gratuit, parce que ça c'est cher. Oui, c'est con. Question toute bête, rien à voir avec ce dont on a, mais c'est pas beaucoup moins pratique Telegram pour travailler comparé par exemple à Slack? Vous avez été obligé de créer plusieurs groupes? On a une pure culture Telegram et on ne supporte pas travailler sur Slack. C'est-à-dire qu'il y a une rapidité d'action sur Telegram qu'on n'arrive pas à retrouver sur Slack, ne serait-ce que par le passage d'un groupe à l'autre. Et bon, après, c'est chacun. Ouais, c'est une question d'habitude. Mais parce que Slack, ce qui est vachement bien, c'est que tu crées une team et que tu crées des channels différents par sujet. Dans Telegram, tu peux pas faire ça. Ou tu es obligé de créer donc, plusieurs groupes, c'est ça? Tu as plusieurs groupes, mais en fait, ça se structure très vite. Donc, on a le Telegram. Machine à café pour déconner, on a le Telegram groupe de toute la boîte et ensuite on a des chans par tous les développeurs sur la vente et puis one et puis ça va. Comme aujourd'hui on est 5 temps plein plus 2 ou 3 qui nous suivent depuis le début, ça marche. Ça marche nickel, c'est ouf. Et t'as un client sur ton ordi quand même, tu fais pas tout sur ton portable. Ouais, mais oui, je travaille énormément depuis le portable aussi. Ouais, du coup c'est pratique où que tu sois. Bon, trop cool. Génial, intéressant tu vois, pour commencer ça. Donc, BC Diploma, en une phrase, c'est la certification des diplômes dans la blockchain. C'est la certification de toutes les attestations, quelles qu'elles soient. Et on a attaqué par les diplômes parce que c'est le marché sur lequel on est légitime avec notre parcours professionnel antérieur. Ok, alors c'est quoi les autres attestations ? Et les autres attestations, en ce moment, là, je suis en train d'attaquer ma deuxième verticale plein pot, et c'est les organismes qui délivrent des certifications ISO, par exemple. D'accord. Et j'arrive, et d'entrée de jeu, je parle à des industriels qui délivrent 150 000 PDF d'attestation ISO à 150 000 voiles par an, sans compter derrière les certifications produits, ça va exploser le volume encore. Ouais. Et donc, quand un organisme distribue un truc ISO, il fait un rapport. Il y a un rapport, il y a une enquête, il y a un machin, et à la fin, il envoie juste un pauvre PDF dégueulasse. Aujourd'hui, oui, les 2 très très gros français que j'ai rencontrés. Donc c'est l'AFNOR et le Bureau Veritas. C'est ça, Veritas. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Non, mais ISO, c'est pas Veritas, si? Alors, il y a plein d'organismes de certification qui sont accrédités à délivrer certaines certifications ISO. D'accord. Suite à un audit. D'accord. Ok. Donc Veritas en délivre beaucoup et AFNOR en délivre énormément. Ouais. Mais AFNOR, ils délivrent pas ISO, ils délivrent les trucs AFNOR qualité, c'est ça, non? Oui, enfin, ils ont aussi un rôle de normalisateur, de définition des normes. Ah oui, c'est ça, eux, ils créent les normes. Ok, et donc ces gens-là, tu leur dis, plutôt que de délivrer un pauvre PDF, faites un smart contract. Alors, nous, on est on a tout de suite dérivé sur les produits secondaires. Mais ça s'appelle BC Diploma. Parce qu'on a construit, qu'on est parti de l'idée que pour faire comprendre notre produit, ce que tout le monde comprend, c'est le diplôme. Ça touche tout le monde. Toi, tu as un diplôme de quelle école? Ingénieur, ISEP. Ingénieur ISEP. On t'offrira ton diplôme certifié. Moi-même, je ne sais pas où il est, mais si tu arrives à le retrouver... on le retrouvera, je vais vous raconter après. Et donc, on est parti du diplôme, parce que c'était notre métier avant. Tout le monde comprend et toute la team aujourd'hui de BC Diploma vient du monde IT pour l'enseignement supérieur. Donc on sait parler, c'est un marché qu'on connaît, on connaît tout le réseau des grandes écoles et à l'international et en France. Donc c'est le milieu dans lequel on sait vendre et avec lesquels on sait travailler, aussi bien en mode projet qu'en mode vente. Donc et c'est ça qui a fait réussir notre ICO, c'est qu'on avait limité le spectre en disant on n'est personne en crypto, oui mais on a une idée et une conception d'un produit hyper innovant et on est légitime sur notre marché. Alors, pourquoi vous êtes légitime? Donc toi, tu étais product owner chez un éditeur de RP lié à l'enseignement supérieur. Voilà, et je suis agrégé de maths et j'ai enseigné. D'accord, toi, tu es un matheux.
Ouais, je suis matin faux. D'où la crypto. Voilà. Ouais, excellent. Matin faux, j'ai enseigné, j'ai été directeur de prépa. Ok, super. À Paris? À Danielou, à Rueil. Ah ouais, Danielou, d'accord. Ouais, c'est bien, Danielou. Bah ouais, je connais bien. Enfin, ouais, ok, trop cool. Et 4 ans, et après je suis parti travailler pour le SCP, pour la branche IT de SCP. D'accord. Et après chez Auriga, donc leader français des ERP de gestion, spécialisé enseignement supérieur. D'accord. Donc ils sont leaders en France, mais personne ne connaît parce que c'est une niche. Ouais, c'est une niche minuscule, mais c'est toujours bien de dominer sa niche. Ok. Voilà. Et donc ton CTO, Vincent, il venait de la même boîte que toi? Alors Vincent, on est partis ensemble de notre dernière boîte. Ouais, c'était mon CTO là-bas chez Auriga, et on est partis tous les deux. Trop et lui, cool. il a fait 10 ans de architecture, CTO, développeur full stack. C'est un développeur génial geek. et un associé en or. Aujourd'hui, on est à 50-50. On a créé la boîte avec Vincent. D'accord, vous êtes à 50-50. On était au départ à 50-50, D'accord. donc aujourd'hui, on a 40-40 avec tous les entrants. D'accord. Et Alexis était là depuis le début dans l'aventure, mais il nous a rejoint qu'après l'ICO quand on avait des fonds. Donc Alexis nous a rejoint. Donc c'est votre salarié, c'est votre premier C'est employé. notre premier salarié, mais il a tout de suite acheté 3% des parts. D'accord. Parce qu'il était là depuis longtemps, il était vraiment dans les fondateurs. Super. Et lui, il a une expérience dans le corps professeur, machin, gestion de données. Alors lui, son dernier job, Mhm. c'était vendre des projets à des écoles business school du top classement de Shanghai monde entier pour gérer les rapports d'accréditation pour obtenir Equis, AMBA, toutes les accréditations des business schools du monde. Ok. Et donc, ça fait 2 ans qu'il fait du projet international. C'est assez proche finalement avec. Lui, il arrive avec. Il est trilingue, il est capable de prendre n'importe quelle école dans le monde et de démarrer un projet, c'est son métier. Chouette. Il est trilingue en quoi? Français, anglais, chinois? Non. Ah non, malheureusement. On a pris notre premier stagiaire était chinois exprès, Ouais. mais c'est un marché compliqué et il est trilingue à espagnol, anglais, français. D'accord. Bon, c'est bien déjà. Ça couvre pas mal. Donc vous êtes vraiment, ok, vous venez de ça. Vous vous dites, donc c'est Vincent et toi, un jour vous dites, tiens, si on crée ça. Ouais. Vincent et moi, on est chez nos clients, ils nous demandent d'installer une solution qui maintenant est un de nos concurrents, qui est notre concurrent historique. Et ça marche pas très bien, les clients sont pas très contents. Qui n'est pas basé sur la blockchain, évidemment. Qui n'est pas basé sur la blockchain, qui est basé sur du coffre-fort numérique. Pour les diplômes. Pour les diplômes. D'accord. Ah oui, vous faisiez ça, vous installiez du coffre-fort numérique pour diplôme. Ben oui. Et là, toi, qui es matheux, qui voit la blockchain, tu te dis, putain, les gars. Alors, c'était pas notre métier, hein. Nous, on vendait le RP, ouais. Mais le client nous achetait ça par ailleurs et nous demandait de le connecter. D'accord. Et on voyait que ça marchait pas très bien, que les clients étaient pas très contents, qu'il y en avait plein qui l'achetaient, qui l'utilisaient pas, parce que c'était pas hyper facile. Voilà. Mais fondamentalement, on a l'idée, c'est la même que coffre-fort numérique, on permet un stockage très très long terme des données et un accès en un clic à une info vérifiée. Okay. Seulement nous, on va le faire avec toute la force de la blockchain, plus une conception originale, technique. Qu'est-ce que c'est cette conception originale technique? Toute la force de la blockchain, pérennité, sécurité, transparence. On travaille sur une blockchain publique. Ah, laquelle? Ethereum. D'accord, ah oui. Voilà. pas du tout original. Non, pas du tout original, mais c'est très bien. Le bon pari pour être en prod aujourd'hui. Bien sûr. Et un regard techno sur l'avenir qui a probablement beaucoup d'avenir. Bien sûr, mais il n'y a pas de... Et puis surtout, on est cross-chain de conception. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'adresser d'autres blockchains sans changer l'ensemble de nos développements. Et pour dire déjà dans notre architecture qu'on travaille sur n'importe quel Ethereum de test ou l'Ethereum de prod, nous c'est rien, c'est un paramètre qu'on change. Ouais, tu changes et tu peux même si jamais, je sais pas quoi, scénario à la con, Ethereum était amené à mourir, parce qu'il y a très peu de chance, tu peux dire, je peux tout transférer, même sur un truc qui n'est pas un truc ERC20, tu peux aller te transférer sur... Là, on parle que de données, nous. Le fonctionnement du token, c'est encore autre chose. Mais donc tu peux vraiment traitement de la donnée, je peux utiliser simultanément. Tu peux aller sur Stellar, sur ce que tu veux. Voilà. Ou encore, si un grand groupe industriel me demande d'aller travailler sur sa blockchain de consortium, je n'ai rien à casser, je peux travailler en simultané en écrivant sur plusieurs chaînes. Bien joué. Voilà. Super, ok. C'était vraiment vital pour l'architecture long terme. Bien sûr, ok. Donc ça, c'est Vincent, le petit génie, qui a fait ça ouais, avec ton aide, on a vraiment tout conçu ensemble, vraiment la conception, l'architecture, l'algorithme. Ouais, lui, c'est le CTO, mais toi, t'adores ça, j'imagine, t'es matheux, donc tu dois réfléchir à... J'ai fait toutes les specs, l'architecture, j'ai fait tout l'algorithme notamment. D'accord. Un gros algorithme. Et tu codes? Non, tu codes pas? Non, mais mon métier de product owner, c'était de donner du travail aux développeurs et de réceptionner, donc j'adore travailler avec les développeurs. Et je comprends très bien ce qu'ils font. Et donc après, vouloir faire de la certification avec la blockchain, ça n'a rien d'original.
Ouais. Voilà, il y a des tas de gens qui font ça très bien. On peut citer Woolit ou d'autres qui font un métier superbe en certification sur la blockchain. Ok, je connais pas, mais... Tu connais pas? Non. Une belle boîte française, Woolit. Ouais, c'est des Français? Ils viennent de relever un peu. Ça s'écrit comment? W-O-O-L-I-T? Ouais, L-E-T, je crois. L-E-T. Ok, bah je vais aller Voilà. voir. Ouais. Donc, tous ceux qui font de la supply chain, etc., Ça, ils travaillent tous avec de l'horodatage. C'est-à-dire, on va poser des hashes sur la blockchain. Et du coup, on est capable de dire qu'un document qu'on reçoit est identique à un document ancien. Ça, c'est le principe de base de la blockchain. Et nous, on a eu l'intuition, pour les diplômes, il faut simplifier tout ça. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher aux établissements, c'est le management du papier. C'est éditer son diplôme papier, savoir où il est papier. Quand je dis papier, c'est papier PDF. C'est éditer son diplôme PDF. Ouais, PDF. Et encore, moi, mon diplôme qu'on m'a remis, c'était un exemplaire vraiment papier. Oui. Et on m'a pas voulu me remettre de duplicata, etc. Parce qu'un PDF, tu peux le copier-coller. Ok. Voilà. Donc effectivement, c'est archaïque. Et donc, sortir le stock de PDF bien propre, avec des signatures, puis le hacher, en fait, ça apporte rien aux établissements parce qu'ils restent dans leur process compliqué. Donc nous, on s'est dit, on va travailler au niveau Mais ils ont des outils, cela dit, j'imagine. Un établissement qui diplôme, je sais pas, 1000 personnes par an, ou même 5000, ils se font pas chier à faire 5000 PDF à la main, de toute façon. Non, ils ont un générateur de PDF. Sauf que, aujourd'hui, le bon PDF qui ressemble bien au diplôme et qui est l'extrait du diplôme et qu'on peut donner, etc., on se rend compte qu'il l'édite 4 ou 5 mois après le jury pour la cérémonie. Et qu'ils se prennent des timings de 4 ou 5 mois pendant lesquels ils éditent des attestations provisoires de diplomation. Ouais, j'ai eu ce genre de conneries. Ouais. Et donc nous on arrive et on dit... Et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a un temps et parce qu'il y a un délai pour sortir... Ça prend trop de temps? Ouais, parce que... Mais qui c'est? Attends, non mais c'est un truc de dingue. Parce que quand on donne le diplôme, quand ils donnent le diplôme PDF, en fait c'est une image du vrai diplôme. Où c'est... il y a une notion officielle. C'est eux qui le font? Ouais, ou ils sous-traitent à quelqu'un? Non. C'est leur service. Si c'est des très grosses écoles, c'est leur service presse, design qui va sortir les PDF pour qu'ils soient très beaux. Mais encore une fois, ils le font pas à la main, ils ont un générateur. Ouais, bien donc sûr. Ils en ont en vrai pour 2 heures et ils prennent 4 mois. Alors ils prennent 4 mois parce qu'ils vont donner ce diplôme officiel au moment de la cérémonie. Ouais. Ah, parce qu'ils veulent le donner au moment de la cérémonie. Ouais. Et au même moment, ils le remettent au ministère de l'Éducation ou pas du tout? Ça reste... Alors il faut juste savoir, on ne va pas forcément rentrer dans les détails de ce marché-là, qu'il y a les diplômes publics qui dépendent du RNCP, qui sont des diplômes d'État. Et là, pour le coup, un BTS, un bac, c'est pas l'établissement qui les met. C'est carrément des services de l'État. Donc là, les établissements n'ont rien à faire. Et ces gens-là, tu peux aussi aller travailler avec eux, peut-être? Peut-être, mais c'est pas mon premier marché, ça va prendre beaucoup de temps. Ouais, c'est compliqué. Mais le jour où tu as le bac, voilà. Comme client, c'est cool. Exactement. Okay. Mais ça va pas être les premiers à dégainer. D'accord. Et après, il y a l'immense masse des diplômes qui ne sont pas des diplômes d'État et qui sont délivrés. Il y en a énormément. Ouais, il y en a des milliards. Et chaque école qui possède son RNCP, qui a posé son référentiel, délivre ses propres diplômes. Donc le diplôme, au moment où il le délivre au moment de la cérémonie, ils vont pas le filer à l'État. Ils le gardent. Mais par contre, ils veulent pas le filer en avance, ils veulent le filer à la cérémonie. En général, c'est ça. Ok. Et oui, c'est comme ça. Il n'est pas prêt avant, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Dans la vraie vie. Donc ça, c'est l'état des lieux. L'état des lieux, ouais. L'état des lieux, et nous on arrive, et puis surtout après ils se retrouvent avec cette masse de papier, et c'est des PDF, donc il n'y a pas de data, donc faut bien les ranger, être capable de les retrouver. Et donc on se rend compte, et ils ont une obligation de garder et de donner des attestations pendant 50 ans. Seulement d'ailleurs, c'est pas d'accord. Mais cela dit, ça fait un bordel. Et on se rend compte que c'est mal organisé, que ça coûte un fric fou aux écoles. Et donc nous on se dit, on peut simplifier tout ça. Ah, tu vas même faire des économies aux écoles, toi. Ah ouais, énormément. C'est génial. Moi, mon métier, c'est d'arriver dans une école et de dire, vous prenez BC Diploma, voilà, vous faites tant d'économies. Parce que dans vos process, je vous fais gagner un temps dingue, et en plus, pour plus tard, vos données sont rangées. Et l'idée de base, c'est on oublie les documents, on fait un bond en avant, et on appelle la boîte Blockchain Certified Data. Et les documents, c'est du passé. Quand je dis documents, c'est PDF. Et donc, notre métier, c'est d'aller se plugger sur les sources de données, et de dire aux gens... C'est quoi les sources de données? Les sources de données, ça peut être un Excel qu'une attaché de direction d'une école produit depuis son requêteur ou son fichier de jury jusqu'à la base de données d'un gros établissement qui envoie de la donnée par API. D'accord. Donc l'école produit de la donnée le jour du jury, tel élève, diplômé, machin, mention, etc. Donc soit c'est l'attaché de gestion le soir qui prend le fichier Excel, qui le met dans le BC Diploma, et là le métier de BC Diploma, c'est de dire, je garantis sur Ethereum que l'école est bien l'école, qu'elle existe, qu'elle a ouvert telle adresse. Tout ça est managé par smart contract. Et si toutes les autorisations sont en vert et que la personne qui est bien connectée et qui a bien le wallet de l'école a tous les droits,
Elle envoie la donnée et elle l'envoie dans le système de smart contract de BC Diploma qui valide toutes les chaînes d'habilitation et qui, à ce moment-là, crypte, envoie sur des transactions en lien avec émis par l'école, donc c'est émis par l'école, il n'y a aucun doute, et pose ces informations-là cryptées sur des transactions. Et donc on se différencie de l'ensemble des autres acteurs blockchain avant nous par le fait qu'on va aller poser la donnée significative de petite taille et de grande valeur directement sur Ethereum, ce qui fait qu'on est auto-porté en architecture. On n'a besoin de rien déployer à côté. Oui. On ne va plus la restocker, il n'y aura plus de coût de stockage dans le temps. Elle est sur Ethereum. Point barre. Ouais, point barre. Sauf une clé cryptographique qui est dans un key store pour une question de RGPD. Qui est l'équivalent de la clé privée? Non, clé cryptographique qui a pour vocation de respecter le RGPD si un jour, donc il y a un traitement de données, et si un jour un étudiant va voir son école en disant moi je veux plus que ce lien-là renvoie mon diplôme, il faut qu'on puisse désactiver l'accès sur une blockchain comme c'est écrit pour toujours. Oui. On a fait beaucoup de maths. On s'est enfermé avec Alain Bensoussan qui est dans notre board, qui est l'avocat spécialiste de droit de la donnée. On a construit un gros algorithme à 3 clés cryptographiques qu'on a breveté. Et donc il y a une clé qui reste propriété de l'école, qui est posée dans un key store Azure top de la sécurité. Et si l'école la supprime un jour, le diplôme est illisible. C'est-à-dire qu'on va cliquer sur son diplôme, on va voir. Il y a de la donnée cryptée sur la blockchain, mais plus personne ne pourra jamais le lire. D'accord, c'est une façon de décrypter. Mais ça, donc c'est une clé par élève? Enfin, par diplôme? Oui, il y a une clé par diplôme. Ok. Donc c'est dommage, ça complique un tout petit peu le truc. Parce que avec la RGPD... Ça complique si on veut respecter le RGPD. Ouais. T'aurais fait ça il y a 2 ans? C'était... Non, ça passait pas non plus. Ah oui. Mais c'est marrant. Le mec, il a le diplôme. Il l'a, c'est tout. Il l'aura toujours. Pour l'éternité, on pourra dire un tel a eu ce diplôme. Mais il peut quand même demander à l'école que le truc n'apparaisse plus. Ouais, c'est très formel. Oui, en plus ça servira à rien. Enfin, personne ne le fera jamais. Mais... Non, on s'en fiche. Mais, bon, ok, passons. T'as raison. Si c'est effectivement, je suis d'accord avec toi que c'est du blabla à la con. Donc, ok. C'est très formel, mais ça a d'autres applications pratiques dans BC Diploma. BC Diploma, tout d'un coup, gère l'ordre des médecins. Ah oui, c'est important. Il y a un médecin qui est radié. Comme ça arrive. Pouf, on peut dégommer. D'accord. On gère la liste des avocats du barreau. Inventé et breveté dans le monde ou en France? On l'a déposé aux US en septembre. Ah, donc tu sais pas encore si tu vas l'avoir? Non, il est déposé. Oui, il est déposé. Mais c'est dingue que personne n'y ait pensé avant. À le faire comme ça sur la blockchain, c'est pour ça qu'on a réussi. C'est pour ça qu'on a réussi l'ICO. Ouais. Alors, on va parler de l'ICO dans un instant. Ça m'intéresse effectivement de savoir ce que vous avez fait. Mais de se dire, la blockchain c'est forever et on va introduire un paramètre qui va pouvoir, en gros, faire sauter cette info. Je me dis, il y a enfin, c'est pas la base, moi j'y avais pas pensé avant de venir, mais c'est la base. Il y a forcément des centaines de personnes qui ont pensé entre 2009 et 2018. Non, personne n'y avait pensé. Et en fait, tout le monde l'implémente dans l'autre sens. Ouais, c'est-à-dire? Tout le monde l'implémente dans l'autre sens en mettant la donnée en dehors de la blockchain et en gérant, les accès sur la blockchain. D'accord. Okay. Ce qui est, pour des gros volumes, la seule manière de faire. Nous, notre métier, c'est du petit volume. Petites données de grande valeur pour toujours. Attends, alors explique-moi pourquoi. Alors déjà, comment tu fais? Tu peux me donner un exemple? Qui fait ça? Qui fait ça Non, d'accord. Un exemple. Alors un exemple abstrait. L'exemple pour faire abstrait, quoi? Attends, c'est la très très belle ICO avec. Le nom me reviendra. Ouais. Donc pour manager tout l'ensemble des données bancaires personnelles, des données de santé personnelles. Donc là, tu mets pas la data sur la blockchain. Tu peux pas mettre la data sur la blockchain. Parce qu'il y en a trop. Et c'est trop sensible. Et il y en a beaucoup. Et puis ça change. Donc de toute façon. Et ça change. D'accord, ok. Mais par contre, donc tu mets la data sur un serveur. Sur des serveurs. Cryptés. Oui, mais là on va vite aller vers du IPFS et du Swarm, etc. Mais tu mets en dehors de la blockchain. Ouais. Et la blockchain te sert vraiment à gérer tes les accès, autorisations d'accès et qui a accès, voire il y a eu plein de projets l'année dernière d'ICO comme ça, de marketplace de data gérés via des tokens et via la blockchain. D'accord. Où tu gères l'accès par une gestion hyper propre sur la blockchain. Donc là, c'est une question de gestion d'accès. Donc tout le monde prend le problème à l'envers, mais la data à l'extérieur et l'accès. C'est deux manières de voir différentes qui ne s'adaptent pas aux mêmes questions. Oui, non, mais c'est effectivement retourné. Donc je trouve ça c'est hyper intelligent. Toi, tu dis, on met la data parce que c'est un petit volume. Parce que c'est des petites données de grande valeur. Mais tu peux gérer, au tout début, tu m'as dit, c'est la vie est belle le jour où on chope un mec qui fait 150 000 certifs. Effectivement, 150 000 certifs. On va en faire beaucoup plus, nous. Mais donc, ça marche sur ce volume-là, parce que tu me dis, ça marche qu'avec les petits volumes, et après tu me dis 150 000. Ça marche pas.
petit volume par diplôme. C'est-à-dire que la quantité d'informations, c'est quelques octets, c'est ça que tu veux me dire? Voilà, c'est ridicule. ce que je veux dire, c'est que quelques kilo-octets. Quand on va regarder un diplôme, pour qu'on ait un business model rentable, il y a un moment, si on dépasse, nous on a fixé par exemple le premier prix de diplôme qu'on vend aux écoles, c'est 2,50 € le diplôme pour un lien à vie. Okay. Et par défaut, ça peut aller jusqu'à 600 caractères variables. Variable, c'est nom, prénom, date de naissance, nom que des tu mentions. fais varier sur le diplôme. Voilà. Mais par contre, ça peut être une image PDF avec des très belles... plein d'autres mots. Et plein d'autres mots qui sont aussi un très beau certifiés. design. Parce qu'ils ont des... on va vous les montrer, les diplômes, ils sont magnifiques. Mais par exemple, l'ISMAP, là, il y a un parcours entier d'études. Ouais, putain, ça c'est le diplôme. Ah, il est géant. Et là, donc diplôme, nous on fait n'importe quel type d'attestation. Il faut tout de suite ouvrir, quand on parle de diplôme avec BC Diploma, une de nos premières commandes, c'est ISMAP. Ils font le parcours complet du bonhomme, comme un supplément au diplôme. C'est même cliquable et tout. Ouais. C'est dingue. Et donc ça, c'est une commande de l'ISMAP. Ensuite, Descartes, on arrive sur un diplôme très très sobre. Ouais. Ouais, très bien. Il y a Nantes, on est sur des diplômes très très sobres où ils ont fait un seul diplôme pour quel que soit le grade, master, licence, etc. Ils envoient tout sur un même format pour faire vraiment du... Et donc, ça commence à... Alors, ok, parlons chiffres, parce que donc là, je me projette hyper bien, je comprends, tu vas voir ces gens-là, tu leur dis, salut, tu vas faire des économies. C'est à partir de 2,50, ça monte jusqu'à combien? Au-delà de 2,50, on n'a pas encore rencontré de cas dans le monde académique, parce qu'en fait, un diplôme, on a calibré 600 caractères pour pouvoir faire même du multilingue sur des diplômes classiques. Donc, d'accord. On a vraiment pris de la marge. Tu es à 2,50 par diplôme. Voilà, mais... à vie. À vie. Mais eux, ils en font tous les ans. Donc en fait, c'est à vie, mais tu leur fais c'est du recurring pour toi. C'est malin. Exactement. Okay. Alors par contre, on va se retrouver à dépasser ce mode de pensée quand on se retrouve face à des très gros clients industriels qui vont me dire... Moi, je veux t'en faire entre 150 000 et 250 000, je sais pas très bien. Oui. Et puis tu vas pas faire 2,50, tu vas forcément baisser le prix. Ouais. Et dans ces cas-là, on fait quoi? On va se mettre à discuter un volume annuel total de données certifiées. Ouais. Et on va passer en mode abonnement. D'accord. Parce qu'ils ont tu vas passer en abonnement. Oui. Tu vas quand même pas te dire je te fais la même chose, mais je te le fais à 10 centimes le diplôme. On aura tous intérêt à négocier un bon abonnement. Et tu penses que c'est quoi comme abonnement? Je sais pas. Ce sera au volume de données. Nous, on a déjà nos grilles. Si un établissement nous commande 80 ou 100 000 diplômes, ce qui peut arriver parce qu'on fait de la reprise historique. C'est-à-dire qu'on arrive dans un établissement, on dit les anciens diplômas, on peut vous avez envie de faire les 5 ou les 10 années passées d'historique avec nous. Et là, on vous fait un super tarif parce qu'on va faire un one-shot avec beaucoup de volume. Ouais. Donc là, je fais un super prix. Et puis sinon, j'ai ma grille tarifaire. On est toujours en préfacturation parce qu'on ne veut pas avancer. Parce que ce qui coûte, c'est d'écrire sur la blockchain. Donc une fois que le client appuie sur certifié, il y a un coût. Ouais, c'est clair. Donc on recharge une carte de diplôme à émettre à l'avance. Donc on paye à l'avance. Pour nous, c'est parfait en trésor. Et tu es obligé. Ouais, pour écrire sur Ethereum, comment ça marche? Tu peux écrire, tu es obligé de miner le bloc? Non, tu n'es pas obligé. Non, nous on mine pas encore. Ouais. Et non, juste tu payes tes transactions. Ah oui, si tu payes ta transaction, donc tu payes ton gaz fees. Tu payes ton gaz. C'est tout. C'est ça notre frais de production. Mais en payant un gaz, tu peux écrire ce que tu veux sur la blockchain. Alors, sur le bloc en cours. Il y a des limites. Il y a des limites, de taille par transaction. Tout simplement, c'est une variable en dur dans le code d'Ethereum. Ouais, d'accord. Là, tu vois, je suis pas rentré assez dans la technique d'Ethereum pour savoir ça. Genre, je devrais. Donc c'est limite. Tu peux mettre combien de... Nous, on peut batcher jusqu'à 100 à 150 diplômes selon leur taille par transaction. Par bloc. Par transaction. Oui, par transaction, mais tu peux en faire toutes les combien? Toutes les 8 minutes, c'est ça? C'est la taille du bloc? Ah, les blocs, ils sont toutes les 12 secondes, je crois, sur Ethereum en ce moment. Ah ouais, à ce point-là? C'est juste que après, tu attends un certain temps qu'il y ait eu assez de blocs enchaînés pour pouvoir vraiment l'utiliser. Ah oui, c'est ça, d'accord. Il y a une validation de blocs très rapide. Beaucoup plus que Bitcoin. Ok. Ouais. Donc même 100 000 diplômes, tu les fais dans l'heure, quoi. Il n'y a pas de... tu dis pas attendez dans les 5 prochains jours que ça se... Ça sera pas 5 jours, je garantis à personne que ce sera 1 heure. En fait, je m'en fiche. Ouais. On s'est pas mis la pression. Non, mais il faut que le mec laisse son ordi tourner, quoi. Ah non. Non, t'envoies le truc et... Il laisse pas son ordi tourner. Mais donc ça va où? Il s'en va. Mais ça va où? Ça part sur ton serveur à toi, BC Diploma, qui ensuite, lui, va les pousser, c'est ça? Oui, ça part. Parce qu'avant de les pousser, on est sur l'appli qui est une DApp BC Diploma. Et donc, accessoirement, on est une des premières DApp en prod grand public qui s'adresse à des écoles. Donc, c'est quand même... c'est un beau succès d'estime là, sur l'usage. On est en prod sur LinkedIn. Là, et on est quand même une des premières DApp cliquables en prod sur LinkedIn. Ouais, c'est génial. Tu vois, bam.
Là, tu as ton diplôme. Et là, je lis en direct sur la blockchain, sur des storages, sur des transactions et sur la blockchain. Et je peux expliquer. Et là, on explique ce qu'on fait. Et là, on lit toutes les preuves. Ouais, putain, c'est génial. Et là, on lit toutes les preuves avec toutes les références, l'adresse de l'école, tati. On travaille beaucoup le thème de la réassurance. Ouais, mais non, mais c'est hyper important. Et l'adresse de l'école, avec quoi je peux la comparer pour voir si c'est une vraie? Où est-ce que je peux aller voir? Idéalement, il faut que... aller voir là, déjà. Donc là, il y a l'annuaire officiel sur le site BC Diploma des clients qui sont actifs, qui sont autorisés par le smart contract à émettre. D'accord. À condition que ton site ne se soit pas fait hacker. Bon, mais ça, c'est encore... À condition que le site ne se soit pas fait hacker. Et donc là, je vais voir cette adresse et je vérifie que c'est cette adresse, la blockchain adresse, Issuer Identity, c'est ça? Ouais, ok. Tu peux. Oui, c'est ça, 562. Et après... C'est la bonne, ok. C'est drôle. Voilà, après, tu pourras aller voir... Après, si tu vas voir dans la doc technique, on va t'expliquer comment aller voir cette adresse-là. Tu la copies-colles ici. Toc. Ouais. Et tu vas sur un block Explorer, et je la retrouve. Voir les émissions et la vérification de base, c'est de bien voir que ces transactions qui sont parties de cette adresse-là ont été acceptées en validation, ont pointé vers le smart contract de BC Diploma, et ça, c'est pas hackable, le smart contract de BC Diploma. Et il est sur l'adresse evidence.ez avec un nœud dédié sur Ethereum. Donc celui-là, on ne peut pas se le faire hacker. Et donc, le fait que cette transaction ait été acceptée par ce smart contract-là, génial. On est dans notre écosystème. Et alors, donc ça c'est nickel, je comprends. Donc tu lui fais faire des économies. Donc juste pour terminer sur les prix, parce que c'est important, faut parler de business. Donc s'il t'en prend 80 000 à 100 000, tu me dis on lui fait un abonnement. S'il veut t'en sortir 80 000 à 100 000 par mois. Non, on va lui faire des prix dégressifs. Je crois que on s'est fait une grille de prix dégressif jusqu'à une commande de 100 000. D'accord, jusqu'à 100 000. Donc on peut descendre à 60-50% du prix si on se commande et qu'on la paye. Voilà, on a une élasticité très forte du prix, parce que notre coût de revient unitaire à nous aussi entre 5 et 10 centimes par diplôme. D'accord, ça c'était important. Voilà, et si le mec t'en prend 100 000 tous les mois, qui n'est pas une école, mais là tu m'as dit on va négocier un abonnement. Bah, ça dépendra, soit il voudra les payer, soit il voudra négocier un prix ferme et il aura un nombre fini de diplômes très exact à sortir, soit lui il va avoir besoin de souplesse et on va passer sur un abonnement ou sur un volume total de données certifiées. C'est ça dont tu me parlais. Mais ça c'est quoi, juste que je me fasse une idée, c'est... je ne pourrais pas te donner, ça va être du cas par cas selon non, mais si le mec... et le volume envisagé. Ouais, d'accord. Moi, dans mon business plan, je suis jamais descendu pour les très très gros flux complètement automatisés à moins de 1 euro par diplôme. Pourquoi ? Parce qu'on tombe sur une limite psychologique, c'est que tous nos concurrents qui font beaucoup de volume et qui sont beaucoup plus bas de gamme sont à cette zone de prix-là. Mais donc le mec, il veut sortir 200 000 diplômes par mois. Ça n'existe peut-être pas de 200 000 par mois. Mais tu lui fais une facture à 200 000 par mois. Tu lui factures 2,5 millions à l'année. Eh ben, on négociera. Ouais, vu que ça nous coûte beaucoup moins, bien sûr. Parce que ça me paraît du commerce de base. D'accord, bon, ok. Voilà. Ok, donc tu as une marge de... En gros, tu es à... Merde, attends, j'ai effacé. Voilà. En gros, tu es entre 1,50 et 2,50 le diplôme. Oui. Et ça te coûte entre 5 et 10 centimes. Oui. Donc là-dessus, tu as une marge... J'ai une marge incroyable. De dingue. Seulement, génial. on a derrière nous on a franchi des grosses barrières techno. Donc on a derrière nous des gros coups de dev et devant nous, on a encore pas mal d'investissements de R&D. Et donc on a toute cette R&D là. Bien sûr. Mais aujourd'hui, tu as un produit fonctionnel. Et aujourd'hui, j'ai un produit fonctionnel. Si tu arrêtes la R&D... Bon, tu peux pas faire. Non, on n'arrête jamais la R&D d'un produit. Il faut l'améliorer. Non, mais si tu arrêtes la R&D, ton truc fonctionne et tu peux le vendre. Mais on le vend déjà. Ouais, on le vend déjà. Alors justement, parlons commercialement, parce qu'effectivement, tu m'as dit, on arrive voir les écoles et on leur fait faire des économies, donc ça doit se vendre tout seul. Ça leur coûte combien aujourd'hui par diplôme, tu sais ? Aux écoles ? Ouais, au pif, hein. Enfin je sais pas, est-ce que c'est de l'ordre de 10 euros, est-ce que c'est de l'ordre de 100 euros, de 5 euros combien ça leur coûte de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, on ne l'attaque pas sous cet angle-là, parce qu'en général, c'est une structure de coût un peu diffus. Il y a de la perte en ligne beaucoup dans l'école. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est à l'EM Lyon. Donc, on a pu aller s'enfermer avec l'équipe de 4 personnes à Lyon qui gèrent tout le stock de diplômes. Ça s'appelle Student Affairs, registrar dans les écoles. Elles sont 4. Elles font tout l'administratif des diplômes et des attestations. Et on s'est enfermé pendant une après-midi. En sortant, elle voulait BC Diploma tout de suite. Et on avait projeté que si on poussait BC Diploma à son max sur tous les types d'attestations et qu'on l'automatisait à partir de l'ERP, elle pouvait économiser jusqu'à 1,5 à 2 ETP sur les 4 postes. Parce qu'elles passent leur temps à renvoyer des attestations, envoyer des attestations de diplomation, puis à renvoyer le diplôme, puis à le renvoyer au gars qui l'a perdu, puis à le renvoyer au recruteur qui appelle et qui veut savoir s'il l'a bien eu, etc., etc., etc.
Donc là, on avait poussé l'étude. Mais donc, t'as pas. Ok, non, mais ça, c'est. Bon, effectivement, donc, mais au cas par cas. Mais t'arrives pas commercialement à dire aujourd'hui un diplôme ça va vous coûter en moyenne 10 euros et chez moi c'est 2,50. Parce qu'en plus pour toi commercialement ça t'aiderait vachement. Non, moi ce que je leur dis, les chiffres qu'on a arrêtés, c'est sur la durée de vie d'un diplôme. Si jamais vous avez 2 fois des demandes spécifiques dans les 10 ans qui arrivent de vérification, background check, checking, et que vous passez 1h30 à 2 heures d'administratif dilué dans l'école, avec BC Diploma, vous êtes à plus de 90% d'économie. 2 heures d'administratif, 2 heures de salarié d'administratif. Ouais, 2 heures par diplôme. Par diplôme sur 10 ans, parce qu'il va y avoir 2 appels, le gars va l'avoir perdu une fois. Ouais. Mais cela dit, un appel d'un check, ça dure pas 2 heures. Ou même 1 heure. Ça dure entre 5 et 10 minutes. On se retrouve avec des demandes de ressortir. Allons dans les universités, le temps qu'on passe. À aller chercher, il faut descendre au moins 5, c'est ça. Il y a des bureaux entiers pour délivrer, retrouver le transcript, l'attestation de telle licence. Non, etc. mais tu vois, c'est évident qu'il y a des économies à faire, mais c'est juste dommage, tu n'arrives pas à le chiffrer aujourd'hui. Tu peux pas dire. Comme ça, nous, on dit en référencement, s'il y a quelques prises de référence, on est vite à 90% d'économie. Et au-delà de 3 à 4 000 étudiants, on vous fait très vite économiser un temps plein. D'accord. Ça, selon votre organisation. C'est dans mon deck. Je dis, on se rend compte que selon les écoles, au-delà de 3000 étudiants, il y a vite un ETP de perdu dans les services de gestion et autres à renvoyer des attestations toute l'année. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un gain et un gain à long terme. Parce que c'est propre, c'est bien rangé. Et alors, attends, un poste payé, disons, même au SMIC, ça va coûter 24 000 euros par an, 25 000 euros par an. T'es chargé, là? Ouais, il y a très peu de charges. Il y a très peu de charges. J'ai compté 2000. Si tu payes 1003, ça te coûte 2000. Ouais. Donc ça te fait 25 000 euros par an. Si tu as une école qui fait donc tu es à 3000 élèves. Si tu as une école qui fait 3000 élèves, elle va avoir une facture chez nous de 6 à 7 fois 2,5, c'est à 7005. Ouais. Donc tu fais économiser, tu vois, c'est ce genre de chiffre où j'ai envie de dire, putain, là il y a un truc, quoi. Tu dis au mec, là tu dépenses 25 000, avec moi donc, je te fais économiser 18 000 balles. Et donc toi, ta cible, ça va être du coup les écoles de plus de 3000 étudiants, tout de suite? Alors, là, on est dans notre démarche marketing. Ouais. Priorité numéro 1, on crée la marque. Ok. Et donc, on crée la marque, ça veut dire qu'on investit sur le fait d'aller chercher des grands noms. Ok. Donc, on est en train de signer le M Lyon. On a signé ESCP sur un master spécialisé. Sur l'entrepreneuriat? Non, transformation digitale. Enfin, non, projet international. Donc, management de projet international. D'accord, il faut que tu ailles signer l'entrepreneuriat. Tu leur dis, attendez les gars. Non, mais je vais les signer tous. Tu vas les signer. Ok. Voilà, et donc on investit sur. Et ça, c'est des beaux noms. Et puis là, tu m'as montré, c'est Descartes ou quoi? Descartes, c'est sympa. Ouais, c'est clair. Descartes, c'est sympa. Il y a Nantes, c'est sympa. ISMAP, c'est très petit, mais c'est une très très belle école. Pour le coup, pas connu, mais d'un certain milieu. Ils forment les hauts fonctionnaires de l'Union européenne. D'accord. C'est très connu dans les ministères. C'est chouette, ouais, putain. Donc, première phase, et ça, c'est Alexis 2019, classement de Shanghai. On veut des belles écoles sur tous les continents. Ok. Première phase, ça coûte un peu cher, ça rapporte pas beaucoup de volume, mais on construit la marque. Ok. Voilà. Et deuxième phase qu'on a enclenchée tout de suite, c'est un ETP à partir de 3000, mais bon, ok, ouais, pardon. Ouais. Et deuxième phase qu'on a enclenchée tout de suite, c'est trouver des entrées pour faire du volume, et donc travailler l'entrée institutionnelle. Donc là, on a réussi un petit exploit pour une start-up en cours de développement de produits. On est référencé au groupe logiciel. Donc on est référencé aux produits que les universités publiques françaises ont le droit d'acheter depuis novembre. Waouh, c'est impressionnant. Ok. Donc, énorme. Donc du coup, ça. Comment vous avez fait? Fallait comment on a fait? C'était un gros dossier. Ouais. Et vous l'avez eu quoi tout de suite? Et on l'a eu. Putain, génial. Okay. On n'avait pas encore livré en prod. Ok, dingue. Trop bien. Non, c'est. Donc du coup là, les discussions avec l'université de Lorraine, de Lille et Paris-Saclay s'accélèrent. Ils attendaient qu'on l'ait, ils regardaient, tata. Donc là, ça s'accélère. Donc on a une porte d'entrée, on est au catalogue des universités publiques. On a un accord cadre avec l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, que j'ai été signé à Tunis en décembre. Et donc on est le produit pour les diplômes poussé par l'AUF, qui est un organisme de gestion qui a les 900 universités francophones du monde sous lui. 14 millions d'étudiants ou 15 millions d'étudiants. Et donc le contrat type est signé avec eux. Et donc là, on fait une opération où c'est gratuit jusqu'en juillet-août l'année prochaine et où tout le monde peut s'inscrire. Donc là, au début de l'année, c'est signé en décembre. Au début de l'année, je vais inonder les 900 universités. Enfin, je vais le faire par étapes. Et on va pouvoir installer gratuitement
pour tester, puis on passera en payant en début d'année scolaire prochaine. Ok. Et toi, ça va t'engendrer des frais de fou. Si les 14 millions, si tu as 14 millions de diplômés, ça te coûte 1,4 million de les envoyer sur la blockchain. En 6 mois, on va pas avoir toutes les écoles qui vont installer. Hein. Donc non, mais même, le produit d'appel, même si tu en as 10%, 1,4 million ça te coûte. Si tu en as 10%, ça te coûte 140 000 euros. Non, je pense pas que tu les aies là. Non, mais c'est 5 à 10 centimes le diplôme. Bah oui, 10 centimes. 10 centimes. Mais on n'aura pas ces volumes-là en installation offerte jusqu'à juillet. D'accord, t'es sûr? Eh ben, si je les ai, c'est le jackpot. Hein. Oui, bah non, mais des investisseurs. Ouais, tu me dis c'est génial. C'est génial, il y a 14 millions d'élèves. Oui. Il y a 14 millions d'élèves, 900 universités. On a une target raisonnable d'en installer entre 20 et 50 gratuits d'ici juillet, je pense. Entre 20 et 50 quoi? Établissement. Ouais, sur 900. Sur 900. Mais donc attends, ouais, d'accord, mais 14 millions. Et elles vont pas sortir entre l'installation et le mois d'août. Ça fait 15 000 élèves par établissement. Donc si tu en installes 50, ça te fait 700 000 élèves. Donc fois 10 centimes le diplôme, je te prends la fourchette haute, pas 5 centimes, ça fait quand même 77 000 euros à sortir. Oui, mais j'ai un budget marketing de 120 000 ou 150 000 euros en 2019. Ok, donc ça va te pomper la moitié de ton budget marketing. De faire des diplômes gratos à des ozos. Alors ils vont te le repayer l'année d'après. Tu as été beaucoup trop optimiste dans le nombre de diplômes. C'est-à-dire que les écoles diplôment souvent la dernière année, elles ne diplôment pas leur volume total d'élèves. Ah oui, d'accord, donc tu divises par 3. Ouais. Ok. Bah oui, mais c'est toi qui m'as dit 14 millions, moi j'ai pris 14 millions. Non, d'accord. Et d'expérience, ils vont lancer le produit, ils vont pas faire d'entrée de jeu tous les élèves. Moi, dans mon business plan, d'ailleurs, même en vente classique, j'ai mis première année, j'ai prévu moitié volume par rapport au potentiel. Parce qu'ils arrivent, on ne sait pas quand dans l'année, ça peut être en juin, ça peut être en janvier, ça peut être en décembre. Ce qui est normal, ils vont pas tout. Et ensuite, ils lancent le produit et ils vont passer pleine vitesse souvent l'année d'après sur toutes les écoles, tous leurs diplômes. Une fois qu'ils ont vu que ça fonctionnait bien. Non, mais c'est logique. D'où le SCP qui commence avec un master. Je suis pas inquiet sur l'opération. Ouais, non, mais tu sais, c'est genre de truc comme ça, parfois tu fais pas gaffe, tu te retrouves. Ok. Voilà, et puis dernier point important pour faire. Ça pourrait être du volume plus tard, mais c'est extrêmement qualitatif. Suite à la dépose de notre brevet, on a été embarqué par Microsoft for Startups dans leur incubateur décentralisé avec allocation maximale. Donc on a 2 ans d'infrastructure toute gratuite. C'est chouette ça, ouais. Top qualité, entièrement gratuite avec l'accompagnement Microsoft pour la prod, l'accompagnement Microsoft s'il faut signer des gros prospects. Donc des grands industriels. Et ils veulent pas vous incuber aussi? Il n'y a pas un incubateur? C'est un incubateur décentralisé. Ah d'accord. On a toute l'aide à distance s'il faut. Mais y a... assez accès technique et deuxième accès, préparation du co-selling. Donc on a l'équipe de vente de Microsoft qui vient parfois, qui nous épaule parfois ou qui nous présente des prospects. Et ça doit déboucher vers du catalogue Microsoft. Et ils vous ont donné 120 000 $ ou prêté ou investi 120 000 $? Non, c'est un crédit de 120 000 $ sur notre consommation Azure. Et comme on est full Azure, en fait, on a réussi. Donc c'est un crédit cadeau, c'est 120 000 $ cadeau. Ouais. Ils font ça sur leur produit, c'est génial. Sur leur startup. Ouais. Et il se trouve que vous étiez full Azure déjà. Il se trouve que c'était notre plan. D'accord, c'est ça. Depuis le début. Il faut utiliser les technos Microsoft pour espérer être en général. C'est ça. Voilà, parce que eux, ils sélectionnent des microservices qui augmentent leur offre, qui savent pas faire eux-mêmes et qui augmentent leur offre Azure. Ok. D'accord, super. Donc vous êtes full Azure et donc ça vous coûte que dalle. Et 120 000, ça va te tenir combien de temps? 10 ans? 1 an? Non, c'est limité à 2 ans. Et je trouve que c'était pas loin, c'est même un tout petit peu trop, c'était pas loin de mon budget 2 ans. T'as 2 ans gratos, quoi. Okay. Luxe. 2 ans luxe, ok. Ouais. Donc là, il te reste quoi, 1 an et demi, quoi. Après, par contre, et ça va te coûter cher et après, dans mon business plan, c'est entre 60 et 90 000 euros par an. Quand même, tout compris. Ouais. C'est tes frais fixes, quoi. C'est mes frais fixes et ce n'est que ça. Et avec ça, je suis hyper scalable. Et tu peux aller choper 1 million de diplômes sans problème. Je fais le nombre de diplômes que je certifie avec ce budget-là de cloud, il est infini. Derrière, ça ne me coûte pas plus cher d'en émettre 3 millions ou d'en émettre 500 000. Ok, très bien. Ok, nickel. Est-ce que tu peux me parler de... j'ai pas le wifi. Est-ce que tu peux me parler de ton ICO, s'il te plaît? Bien sûr, avec grand plaisir. Ou est-ce que dans l'ordre, pour faire dans l'ordre, est-ce que tu veux terminer de me parler de la partie commerciale? Donc, vous avez commencé quand, peut-être commercialement, à aller voir vos premiers clients, etc. Alors, partie commerciale. On a construit le produit avec les clients. D'accord, super. Donc, premier semestre 2017, plusieurs longs mois de validation d'idées,
avec le DSI de l'ESCP, avec d'autres DSI, parce que nous, c'était notre métier. Moi, je travaillais avec les DSI d'école. Donc vraiment, on a construit comment ça pouvait marcher, être simple et simple à manier pour les écoles. Ensemble. Parce que le gros enjeu, c'est que ça soit utilisé. Et dans les écoles, c'est souvent, il y a des gens qui tournent, des gens qui ne sont pas très formés, etc. Donc que ça soit simple. Et donc là, on l'a validé avec le métier d'entrée de jeu. Et ensuite, nos premiers clients, ils ont signé alors qu'on n'avait pas aligné une ligne de code. C'est l'IAE Nantes, Barchen, voilà, c'est ces deux-là, qui nous avaient suivis pendant l'ICO. Super. Et qui, c'est nos premiers clients historiques. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai attaqué du vrai commercial au mois de février-mars. Alexis nous a rejoint en mai. De cette année, hein? De cette année, on parle de 2018. Hein. Ouais, super. Pas 2019. Et donc là, on a commencé à structurer notre offre commerciale. On a été très très bien accompagné par la Station F. On a eu des bons mentors. Ah oui, vous venez d'en sortir, hein, c'est ça? Ouais. On sort de Station F. On a eu de très bons mentors pour construire notre offre commerciale, la présenter, réfléchir au pricing, être suffisamment souple et malin pour s'adapter sur le pricing, etc. Et je te montre mon pipe commercial qui s'est construit à 1,5. À 1,5, on a ça, c'est juste les deals en cours. Donc, il y a 40 lignes de deals en cours. Je les ai classés par certitude de signature. Total revenu probabilisé, ouais, d'accord. Donc, tu es sur des contrats entre beaucoup aux alentours. Tu as beaucoup autour de 2000. Voilà, tu vois, là, 1800, 2200, 1700. Puis tu en as des plus gros, bien sûr, 6000, 30 000, 12 000, 83 000, c'est qui ça? Blockchain RD Congo pour les ministères. Blockchain RD Congo, c'est par élève, hein, de toute façon. Enfin, c'est par certificat. Je l'ai baissé avec les élections au Congo, mais la discussion va reprendre juste après. Donc là, les ministères du Congo nous appellent. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas le temps de délivrer des diplômes papier. C'est eux qui vous ont appelé. Ouais. Ah ben, de toute façon, on fait à 90% du deal entrant depuis qu'on existe. C'est chouette. Parce qu'on a développé une image avec l'ICO, une image hyper qualitative. Et donc, les gens nous appellent, y compris Boeing, Vodafone. C'est eux qui décrochent leur téléphone en disant vous savez faire ça, c'est clé en main, ça nous intéresse. Ouais, c'est chouette. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait une levée de fonds maintenant et qu'il faut qu'on accélère, parce que il faut qu'on mette en marche de la prospection et qu'on aille vers notre marché. Et là, avec juste les moyens humains aujourd'hui, on fait de l'appel entrant, ce qui est top. C'est signe que le marché répond. Enfin, le marché est là, quoi. Ok. Donc, et aujourd'hui, qui fait Alexis fait un peu de commercial auprès des 100%. Universités. Voilà. C'est 100% de son temps, Alexis. Ok. Donc, Alexis, auprès des top équipes, auprès des top universités pour avoir de l'image. Top universités et aussi les grands, dès qu'il y a des diplômes. Et qu'est-ce que ça donne alors? Eh ben, ça répond. Ça répond plutôt bien. Ok. Ils sont là-dedans? Certains? Ils sont là-dedans. Là, on a des discussions en cours avec Georgia Tech. Et sinon, on est dans les projets 2019. Ok. Ouais. Ça fait pas beaucoup, Georgia Tech, s'il est full-time depuis mai. Ah, tu rigoles. On a 50 lignes de discussion. Le reste, tu m'as dit que c'était des trucs, des demandes entrantes. Des demandes entrantes qu'il faut honorer, hein, sur lesquelles il faut aller jusqu'au contrat. D'accord, donc c'est Alexis derrière qui rappelle, qui se tape, d'accord, d'entretenir le contact. On n'est pas staffé pour l'instant. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais. Et du coup, post-levée, quels sont les postes que tu recrutes? Tu as du tech et du commercial? Non, forcément. Du commercial. Que du commercial? Ouais. Tech, avec Vincent, vous gérez? Avec Vincent et OL et Philippe, puisqu'on n'a pas terminé de présenter la team. Ah ouais, mais ils sont pas sur ton... Ils sont pas sur le deck, ouais. Ils sont sur le site. D'accord, donc c'est nos deux développeurs. Tu leur montreras pas la vidéo. si, j'en parle toujours. Et donc Philippe et OL, donc on a un staff technique, ils sont 3 plein temps, hyper performants tous les 3. En CDI chez toi? Ouais, d'accord. Bien sûr, ils sont en CDI, ils sont en BSPCE. Super. Donc on a une équipe ultra soudée. Ok, tu les payes avec les sous de l'ICO? Avec les sous des clients? Alors, un peu des deux? Eh ben, un peu des 3. C'est-à-dire que, même, en fait, non, on va resimplifier. ICO, janvier 2018, okay. On récupère 1800 Ethers, mais on fait ça propre. On est une boîte française, toute jeune, en création. On n'arrive pas à cash out. On n'arrive pas à récupérer des euros dans un temps raisonnable. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Eh ben, parce qu'on n'avait pas de banque à l'époque. Ah ouais. De l'ICO. Ah ouais, aucune banque voulait.
Alors qu'on a fait propre, on a le meilleur avocat de la place à Paris, on a l'AMF qui est avec nous, tout ça. Aucune banque. Personne. Bah non. Dingue. Ouais. Donc 6 mois de paperasse. Je déteste les banques, soit dit entre nous. 6 mois de paperasse pour trouver une néobanque lituanienne. Super. Sauf qu'on est en juin-juillet. Ouais. Et que c'est plus le moment d'utiliser ces Ethers. Ouais. Bah, ils ont été divisés de valeur par 10, quoi, quasiment. Donc, on a vécu sur les Ethers jusqu'à fin septembre-octobre. Je viens de faire le bilan dans le train tout à l'heure pour un investisseur qui me demandait exactement ce qu'il en était. Et donc, on a brûlé 400 Ethers à un taux moyen annuel de 450 euros. Ok. Un rate moyen entre ce qu'on a payé en tout. Et ça servait à quoi? Ça a été pour payer ton équipe surtout, hein, c'est ça, hein? Ça a été tous les frais de la boîte jusqu'à fin septembre. Mais les frais de la boîte, t'as fait comment pour les dépenses? Je les ai payés, j'ai fait très... Tout le monde a accepté d'être payé en juillet, en Ether. août. J'ai énormément dépensé en Ether. Tout ce qui était externalisé, je l'ai payé en Ether. D'accord, super. Et mes frais euros, je les ai payés a posteriori, juillet, août, septembre. J'ai payé tout le premier semestre. Et donc là, tu trouves une néobanque lituanienne, donc là, tu convertis tes Ethers en euros. Ah bah non, pas tous, c'est trop tard. Je les garde en Ether. Choix stratégique, parce que moi, on croit dans l'Ether. Ouais. On croit dans l'Ether, et donc on fait un pivot financier en septembre. Et on se dit, on a un beau stock d'Ether, on veut le garder, c'est un choix, parce qu'on travaille sur Ethereum, il est maintenant trop bas, ce serait une bêtise de le transformer. Et notre capital, il est quasiment intact, on a 90% avec Vincent. C'est le moment de faire rentrer des investisseurs qui croient dans notre projet, d'autant plus que notre business model est entièrement classique dans la vente. On parle d'un produit payé en euros par des institutions auprès d'une boîte qui délivre un service. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et les Ethers, le but à terme, c'est quand même de les revendre à un certain prix? Tu t'es fixé un prix où tu les... on va attendre qu'ils remontent. Ouais. Mais je sais pas, l'Ethereum demain passe à 1000 $, tu le revends ou tu fais quoi? Je lisserai les risques, Je lisserai les risques. Je sais pas ce que je ferai aujourd'hui, mais c'est une réserve de valeur future. Ouais. D'accord. Ça correspond à un moment où il faut investir et que c'est exactement un moment intéressant pour la boîte. Tu t'es pas fixé, tu te dis pas... Parce que toi, donc, quand ton ICO, il était à combien l'Ethereum à l'époque? 850. Donc par exemple, est-ce que dans ta tête, tu te dis quand l'Ethereum repasse à 850... J'ai un peu plus de marge. Je cash out en euros ou tu te dis quoi? Maintenant que je peux cash outer, je ferai probablement une gestion de risque en mettant mes œufs dans plusieurs paniers. Donc moite-moite quoi, sortir un peu, garder un peu, d'accord. Probablement, c'est ce qu'on aurait voulu faire le lendemain d'ICO. D'accord, tu aurais voulu de toute façon en garder en Ether? Ah oui. D'accord. Ah ben oui, parce que nous on croit en Ethereum. Oui, mais t'es pas un investisseur. Enfin, ta boîte n'est pas là pour investir. Oui, mais... On croit en Ethereum, moi aussi je crois en Ethereum, mais... Comment te dire il y a un moment, c'est aussi ma couverture pour changer de techno. Ouais. C'est-à-dire... Ethereum passe à 20 000 demain. Ouais. Bonne nouvelle. Mon produit, il va avoir du mal à tourner. C'est comme Bitcoin. Je ne pourrais pas l'installer avec des frais de transaction sur Bitcoin à BC Diploma. Okay. Même Bitcoin n'accepte pas les smart contracts, donc il n'y a pas d'intelligence applicative. Il n'y a pas de question. Mais les frais de transaction deviennent absolument indécents. Mais Ethereum peut passer à 20 000 sans que les frais soient déconnants, non? Ils sont quand même en Ether. Donc il y a un moment, on n'est jamais à l'abri. D'accord. Ok. Voilà. Bon, nous, on pense... Ethereum passe à 20 000, là c'est un problème pour toi. Donc quoi? Donc je suis très riche. Donc tu migres. Je suis très riche pour migrer, parce que j'ai gardé des Ethers. Ah oui, le fait de migrer... Mon produit est en sécurité si j'ai des Ethers, parce que j'ai de quoi migrer proprement vers d'autres blockchains si Ethereum devient impraticable pour une raison de surcoût d'Ethereum. Mais tu m'as dit que migrer c'était hyper simple. Donc t'as pas besoin d'argent de toute façon, tu t'en fous. Tu changes la variable et... Non, c'est... Et on claque des doigts et tout va bien. Ouais, je l'ai chiffré à des projets de R&D entre 100 et 200 000 pour le faire propre. Ah bah d'accord, donc tu m'as dit un gros mensonge alors tout à l'heure. Non, je t'ai pas dit un gros mensonge. Non, bah non, je me doute bien. Je mens jamais. Bah non, mais je me doute bien. Mais pourquoi ça coûte aussi cher? Non, il y a deux étapes de migration possibles. Il y a une étape qui coûte pas cher pour le coup, qui a un budget de R&D de 30 à 50 000 euros, qui est de migrer en R&D blockchain. Va trouver des développeurs blockchain. Va trouver des développeurs blockchain. Attends, je te précise, moi je tombe de ma chaise. Tout à l'heure tu m'as dit, je change une variable dans mon code et c'est bon. Oui. Donc 50 000 balles pour changer une variable. Ah non. Okay. Là, resituons dans l'univers du développement blockchain. Ouais, il y a très peu de choses qui tournent. D'accord. Aujourd'hui, je change une variable, je change de chaîne Ethereum.
Okay. Dans l'univers Ethereum. Ça, d'accord. Si tu veux changer quand même de blockchain, c'est quand même... Si je veux changer de blockchain, j'aurai 2 mois de dev pour que ça tourne propre. On parle toujours d'un service rendu qualitativement, mondialement, cliquable en temps réel. Voilà. Ouais, on parle pas de conneries, de projets à la con. Ok. Voilà. Donc on a à plusieurs investisseurs chiffré et présenté les plans de migration cross-chain. Donc j'ai ça dans ma documentation si ça intéresse un investisseur. Bien sûr. Ok, et donc ton ICO, tu m'as dit 1800 Ether à 850, donc c'était 1500 $ à l'époque. 1,5 million d'euros. Je te dis 1500, 1,5 million. C'était en euros, 850 en euros. Ouais. D'accord, 1,5 million d'euros. Bah oui, c'est bien. Ok, alors là, vous levez combien sur quel valo? Donc, on a déjà levé en 2018. D'accord. 340 000 euros sur une valo de 3,5 millions pré-monnaie. D'accord. Et j'ai un reste à lever début 2019 pour atteindre mon objectif et avoir... Notre objectif, c'est très simple, c'est avoir 1 an et demi devant nous pour accélérer à fond la caisse pour pénétrer notre marché commercialement très fort. Et tu l'as fait en 2 temps pour avoir du cash, logique. Alors, je ne voulais pas le faire en 2 temps, mais mes investisseurs Friends and Family voulaient boucler pour les raisons fiscales. En 2018. Décembre. Ah d'accord, donc j'allais te demander, tu l'as bouclé en décembre. J'ai bouclé en décembre la tranche de 340 000. Bon, c'est pas mal, hein, 340 000 sur un total de, tu voulais lever du coup. D'accord. Donc là, il te reste 660. Ouais, alors il y aura de l'aide publique qui fera un petit buffer. Donc là, si entre 450 et 600, je boucle avec de l'aide publique. Et moi, je cherche 5 à 600 aujourd'hui. Et j'ai plusieurs discussions en cours. Oui, déjà sur les 340, tu peux aller choper au moins 200 d'aides publiques normalement, non? Alors ça pourrait être un peu moins, mais je rencontre la BPI dans 8 jours ou 10 jours. D'accord. Voilà. Ah ouais, la BPI, normalement, ils arrosent. Donc oui, si tu veux 1 million, normalement, tu peux ne lever que, en théorie, les meilleurs projets arrivent à doubler. Donc, tu peux ne lever que 500 et te choper 1 million. Ils ne doublent pas sur... Je suis sur des projections un peu moins que 50%. D'accord. 100%. Je suis plutôt sur du 30 à 50%. D'accord. Parce que il faut du chiffre d'affaires régulier, alors que je viens de commencer à commercialiser fin décembre. Donc c'est quand même des prêts. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok, tu as un rendez-vous à 18h, hein, c'est ça? J'ai un rendez-vous à 18h. Tu dois partir à quelle heure? 30. D'accord, bon, 30. Cool, super. Même valo du coup? Ah ben on va pas se mettre en dessous. Non, mais tu peux te mettre au-dessus, c'est vrai que je te demande. Non, tu me dis bien que tu vas pas te mettre en dessous. Eh bien, moralement, j'ai pas besoin de me mettre au-dessus. Voilà, c'est moralement, on est dans la même. Pour moi, c'est la même levée que j'ai. C'est comme ça que tu me l'as présenté. Préparé au mois de septembre. C'est pour ça que c'est anecdotique qu'il ait dû falloir donc même formaliser un round de là. 3,5 millions pré-monnaie, mais finalement, du coup, comme c'est la même valo, c'est plus intéressant pour moi de rentrer maintenant parce que c'est la même boîte à la même valo, mais avec 350 000 balles de cash. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est débile, mais. Et si l'Ether remonte, c'est une boîte qui a du cash. Ouais, en plus, c'est clair. Et du coup, ah oui, alors je vais quand même le noter, il te reste 1400 Ether en stock, c'est ça? 1375. J'ai fait des comptes tout à l'heure. C'est pas mal. Présenter un investisseur, c'est un beau, surtout qu'avec le changement de protocole, on va pouvoir miser. On va pouvoir. Il y a le changement de protocole sur Ethereum, donc ça va être des mises en Ether. On va peut-être avoir assez d'Ether pour être dans la boucle des mineurs. D'accord. On va passer en preuve. Parce qu'on passe en POS, c'est ça. Et donc preuve d'enjeu. Ouais, c'est ça. Et il faut miser des Ethers pour enregistrer des blocs. Ouais. Et il faut avoir suffisamment pour être mineur. Donc ils n'ont pas redit quel allait être le chiffre, mais à l'époque du début du projet, on était encore dedans. Je crois que c'était 1002 la limite. D'accord. Ouais, putain. Si t'as 1002 Ether, attends, c'est vachement intéressant. Je vais trop devenir mineur, moi. Ouais. T'achètes 1002 Ether, bon, c'est assez cher, et tu peux devenir mineur. Et tu peux les jouer à chaque fois que tu enregistres le bloc. Ça. Ouais. Pour devenir, parce que oui, mais alors, donc c'est de la déléguée de proof of stake, pas de la proof of stake, puisque tout le monde ne peut pas. T'es obligé de jouer 1200, donc ceux qui ont moins de 1200, ils peuvent pas jouer. Ils peuvent pas miser. Mais donc ils peuvent rallier à... Parce que dans la déléguée de Proof of Stake, ceux qui sont en dessous... Je ne vais pas te dire de bêtises. Ouais, bon, je vais la discussion avec Vincent. Ouais, c'est clair. Moi non plus, je ne maîtrise pas les trucs sur le bout des doigts. Mais... Et donc, alors attends, si vous avez l'occasion de devenir mineur, vous allez le faire. Qu'est-ce que ça apporte? Je ne sais pas. Parce que quoi, c'est pour gagner de l'Ether plus facilement? Alors,
C'est complètement anecdotique et c'est pas du tout en ligne avec le produit stratégique ça d'être mineur. C'était un chiffre un peu clé. Par contre, dans notre R&D 2019, on a le déploiement d'un node Ethereum déjà en lecture chez nous. Et donc on aura fait le premier pas vers le minage. Okay. Et pourquoi un node Ethereum chez nous pour être totalement garant de la latence du réseau en lecture pour nos clients. Ouais, logique. Et quand on aura fait ça, si en plus on a suffisamment un stock d'Ether... je me rends pas compte à quel point ça peut être lucratif. Mais c'est quoi? Tu peux gagner sur tes 1200, c'est quoi? C'est 1% par an, 1% par jour? Comment ça marche? Tu sais? Je connais des gens qui ont gagné beaucoup. C'est pas mon domaine. Ok. Parce que le minage, moi je connais très bien le minage proof of work. Et ça, je sais que tu gagnes pas non plus. Tu gagnes, mais c'est pas. Mais le proof of stake. Je pense pas qu'on gagne beaucoup plus. Ah oui, tu penses que c'est le même genre? Ouais, ça doit pas. D'accord. Donc, je veux dire, je pense pas que ce soit fou. Ça peut pas devenir un business pour vous. Et c'est pas un objectif stratégique. Non, mais parce que si ça rapporte, moi je me dis, j'investis dans BC Diploma, si jamais le truc de diplôme marche pas, ils se reconvertissent en mineurs, on gagne du fric comme ça. Tu vois? Why not? Mais d'accord, non, ça doit pas être. On minera peut-être, mais oui, c'est pas l'objectif stratégique de la boîte, on serait pas là sinon. On aurait monté une ferme. Ouais, non mais. Ok. Et on a nos tokens qui sont des actifs qui aujourd'hui sont intéressants. Alors attends, pardon. Ah oui, les tokens, je veux absolument t'en parler. Aujourd'hui, le gaz que vous utilisez, vous êtes obligé de l'acheter en Ethereum ou en euros? Aujourd'hui, on utilise nos Ethers pour payer notre gaz. Et d'accord. S'il y a besoin, et si on a une très grosse commande client, on sait que ça revient à 5 à 7 centimes. Donc si on ne veut pas utiliser nos Ethers, on utilisera des euros. Aujourd'hui, tu utilises ton Ether. Ok. D'accord. Très bien. À nous, là, on gère au mieux. D'accord. Ton token. Tu as créé un token. J'ai créé un token. C'est un utility token? Utility token. D'accord. Si on était en Suisse, ça serait plutôt un payment token. Ok. Voilà. Ouais, donc, pour moi, c'est la même chose, mais... Ouais, les Suisses, ils ont séparé. Ouais. D'accord. Et il sert au plus bas niveau du smart contract à payer chaque émission de données certifiées. Donc en fait, on ne peut pas faire tourner le smart contract si on ne l'alimente pas avec un token. Okay. Qui l'alimente? C'est toi qui charges le compte du client, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est moi qui charge le compte du client tant qu'on est dans le premier business model, tout compris en SaaS pour les écoles. Faut que ce soit simple pour eux. Donc le client, tu factures 2,50 €, tu m'as dit toujours en préfacturation. Quand tu as facturé, tu débloques, 1000 tokens, et donc lui, il peut envoyer 1000 diplômes. C'est ça, hein? C'est un token égale un diplôme? Non, pas du tout. Non, c'est un paiement de token. Et donc, pour le coup, pour que ça soit rigolo en termes de token économie et surtout intéressant pour les investisseurs, et qu'on n'arrive pas à un blocage, parce que quand on est à un diplôme, un token, on est dans le blocage classique de utility token dont on ne maîtrise plus le coût du service à long terme. Bah oui. Voilà. Donc nous, notre token, il vit sa vie d'un point de vue du cours. D'accord. Et dans le smart contract, il y a un double rate mis à jour périodiquement, rate du token, rate de l'Ether. Et on paye un prix public fixé en euros dans le smart contract, mais on le paye en token. Ok. Et ce prix, c'est pas tes 5 et 10 centimes à toi, ça c'est ton coût. Ça c'est le gaz. Ouais, ça c'est le gaz. Et donc ça c'est un prix qui est public, il est écrit dans le smart contract. Ouais. Qui vaut combien par rapport au prix de l'Ether? C'est pas par rapport au prix de l'Ether. C'est par rapport au prix du token? Non plus. C'est en euros. D'accord. Et donc on a calibré à 80 centimes par diplôme. Mais en fait, c'est un prix, si on va beaucoup plus loin dans la technique et le code, c'est un prix au poids. Ouais. C'est pour ça on repense aux abonnements avec poids total de données, etc. Parce que Ethereum, d'un point de vue très trustless, ça va mesurer le poids de données qu'on envoie certifier. Et donc on a calibré pour que les diplômes, si on envoie 600 caractères, ça coûte 80 centimes payés en token. Mais qui les paye? Qui les paye? Aujourd'hui, c'est nous qui faisons les mouvements de tokens pour le compte de nos clients, qui nous le demandent en fait dans le contrat. Il y a vous gérez mes tokens. Donc le client te paye 2,50, mais toi tu vas lui filer l'équivalent de 80 centimes en token. Oui, je les récupère. Ils reviennent chez moi. Tout le chiffre d'affaires du smart contract revient chez moi. Ok. Donc c'est un circuit fermé pour l'instant. Donc toi ça te coûte rien, ça coûte rien à personne. Donc ça coûte 80 centimes, mais en fait donc je les récupère. Tu lui envoies les tokens? En fait, je lui envoie rien du tout. Je l'envoie au smart contract en disant il y a un paramètre pour le compte de. Ouais. Là il va les dépenser.
Et ça revient chez moi. Et ça revient chez toi direct. Voilà. Donc là, après, et du coup, les gens qui ont participé à ton ICO, comment ils vont gagner de l'argent? Comment ils vont gagner de l'argent? Tu peux me dire, ils n'en gagnent pas, hein, c'est pas grave, hein, mais ils le verront pas. Mais... Il y a un burn rate. D'accord. C'est toi qui brûle les tokens? Ouais, quand ils passent dans le smart contract, j'en brûle. D'accord. En ce moment, j'en brûle beaucoup. Ensuite, c'est dégressif. Donc en ce moment, j'en brûle 25% de ce qui passe. Oh, putain, c'est énorme. C'est énorme, mais ça ne va pas durer longtemps. Ouais. Et puis, on va très très vite, la courbe va s'accentuer. On va très vite arriver à 5%. D'accord. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est-à-dire que quand j'en passe 100 dans le smart contract, à 75. Terme, j'en récupérerai 95, ouais. Et il y en a 5 qui sont brûlés. C'est-à-dire qu'on a fait un business model du token un peu agressif, où plus il est utilisé, plus il y a de demandes, moins il y en a. Ouais, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix après de la transaction, il sera plus à 80 centimes, mais il sera plus élevé? Non, le prix du token. Ouais, le prix de la transaction, il sera le même. Ouais. Mais le prix du token va monter, pourquoi? C'est toi qui vas essayer de les racheter? Alors, moi, je ne vais pas essayer de les racheter, ou j'en rachèterai s'il y a besoin pour mon stock technique. Ouais. Donc, on possède 20% des tokens du marché aujourd'hui. D'accord, seulement? Putain, pour un projet comme ça? Ouais. Ok. Non, on a fait nos calculs, ça tourne bien. Ouais. Et l'idée, c'est que plus il y a besoin de tokens et plus le cycle du token va être rapide, plus il y a des moments où il y a des acteurs autres qui vont vouloir s'alimenter en tokens. Et donc des écoles. Oui, enfin des écoles ou des États ou des grosses industries ou autres. Parce que notre vision... Des gros clients, quoi, c'est ça? Des gros clients. Ouais. Et tout est construit dans BC Diploma pour aller sur une économie décentralisée. Oui. Et qu'une grosse boîte ou un État puisse installer BC Diploma chez lui. C'est ça, en plug and play. Sans nous. Et paye en token. En self-serve. Et aille l'acheter sur un exchange. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes sur des exchanges? Ouais, on est sur Switch.io et IDEX. Okay, on travaille en exchange décentralisé, parce que c'est ce qu'on préfère. Et donc, ton token s'est effondré, j'imagine, en 2018, ça c'est normal? Alors, il s'est effondré, oui et non. Parce que, alors, il a extrêmement peu de volume, parce qu'on était en plein développement, il a très peu tourné. Mais on a fait un concours de trading l'autre jour, et même là, dès qu'il y a un peu de volume, il est à son cours d'ICO. D'accord, ah bah ça va, ouais. Donc on a un token qui, même sans volume, il a fait ça en 2018, et il est hop, et là il flirte toujours à son cours d'ICO en Ether. Ok. Et donc on a une communauté qui les a gardés. Ah oui, en Ether, ouais, bien sûr. Du coup, pas en dollars. Ça c'est impossible. Ça... Ouais, okay. Oui, non mais... D'accord. Non, mais... ok, non mais c'est pas mal. Le token vit en Ether, oui. Ouais, le token... token toujours à son... Non mais c'est bien. Alors, ça dépend des jours, hein. Comme il y a très peu de volume, tu vois, mais si tu regardes bien la courbe, il reflirte régulièrement à sa valeur d'ICO, même il l'a dépassé pendant l'introduction sur Switch.io. Et donc là, on n'a pas encore bien décidé, mais il y a un moment où on investira plus en communication autour de notre token, qui est un vrai actif de l'entreprise. Dès qu'il va y avoir un peu de volume en fait, le token est vraiment construit pour prendre de la valeur s'il y a de l'activité réelle. Bien sûr. Et donc la réussite de BC Diploma en tant que vendre des diplômes et émettre des attestations pourra nous faire enchaîner vers plus de pubs autour de notre token. Bien sûr. Il y en a un énorme levier là-dessus. Ok. Ouais, je trouve que 20%, enfin c'est bien les ICO qui distribuent vraiment leurs tokens et j'aime bien dézinguer Ripple sur ma chaîne YouTube en disant les gars, vous faites un peu chier d'avoir gardé tous vos tokens. Donc c'est bien que tu en aies distribué 80%. En même temps, je me dis qu'effectivement pour une boîte où toi c'est vraiment t'en as vraiment besoin d'en avoir gardé que 20%, ça me paraît un peu peu. Les 80%. C'est une question de vitesse de rotation. Nous, oui. tu les récupères instantanément. Ouais. Donc ça va. Et quelle heure il est? Ouais, 23. Les 80%, c'est des investisseurs de l'ICO. 552 investisseurs, que des particuliers. C'est ça. Quasiment aucun français. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. T'as pas de. C'est tout. Ils sont là les 80%. Ok. T'as une démo t'as un outil de certification pour l'école pour mettre les diplômes et tout. Ça existe? Alors, le back-office, on le livre dans le mois de début février. D'accord, il n'y a pas aujourd'hui. Je peux te montrer à quoi ça ressemble. Il y a une maquette, ouais. Ouais, bien sûr. Super. Ça, c'est bien. Et il est là, donc tu te logs avec ton MetaMask. Ah oui, d'accord. Oui, bon, alors déjà, donc soit dit entre nous, pour faire utiliser MetaMask à une école, à effectivement la nana qui est secrétaire administrative. Là aujourd'hui, je sais pas quoi, l'IAE de Nantes, la nana, elle utilise MetaMask par exemple? Enfin, je dis la nana. Elle va, mais... Aujourd'hui, non. Putain, j'ai plus de réseau.
Aujourd'hui, elle fait comment pour se connecter? Ah bon, on lui installe MetaMask. Ouais. Tous ceux qui doivent émettre, on leur installe MetaMask. D'accord, aujourd'hui ils ont MetaMask. Ouais, ok. Ben, ils auront MetaMask. De toute façon, il faut signer avec une adresse blockchain. Et MetaMask, je dis des trucs cons quand tu changes de. Ils changent régulièrement de poste, etc. Ça pose pas de problème? Je me suis toujours posé la question, moi j'utilise MetaMask, je me suis toujours dit, mais le jour où je change d'ordi, qu'est-ce qu'il arrive à mon MetaMask? Non, c'est. Ah ben tu vas aller installer le compte avec la clé en plus. Je peux. Ouais, c'est ça. Oui. Ok. Oui. Il doit être sauvegardé quelque part normalement. Donc tu arrives sur un outil de gestion où on est vraiment en mode simple. Ouais, bah c'est très beau. Hein. Tes diplômes actifs sur lesquels tu peux émettre. Upload graduate, ça veut dire que tu rajoutes sur ce diplôme des mecs. Tu rajoutes sur ce diplôme. Et donc tu rajoutes quoi? Un format CSV là, ouais. par exemple, tu rajoutes un format CSV. Boum. Et eux, ça y est, ils sont diplômés quoi. Poum. Attends, mais là c'est pas en prod, hein, rassure-moi, tu vas pas dormir sur Ethereum. Non, mais là on est en prod. Actuellement, on est en prod au CES. Ouais. Donc au CES, les mecs qui passent sur notre site, on leur fait en live et en temps réel. Ils remplissent un petit formulaire et bam, c'est envoyé sur la télé. Putain, alors le micro là, ils vont pas être contents pour les oreilles. Hein. Pardon, alors... je suis désolé. Là au CES, on leur fait en live les gens qui passent sur notre stand. Un faux diplôme quoi. Ben non, c'est pas un faux. On a mis la marque ah oui. BC Diploma for Events. Ah oui, c'est un vrai diplôme, de j'étais au CES. D'accord, c'est dingue. Ah, c'est ça que tu me montrais depuis tout à l'heure, je trouve ça trop beau, c'est assez hypnotisant. Ouais, on s'est un peu énervé pour que ce soit très très beau pour le CES. Ouais, c'est important. Et donc là, on distribue notre propre produit pour faire notre pub. Ouais, c'est chouette. Le CES. D'accord. Et donc, on sait qu'on aura une petite gamme de clients sur la gamme événementielle, parce qu'on nous l'a déjà demandé en fait. D'accord, c'est marrant. Je sais pas quoi, j'y étais quoi. France Digital qui a ses 20 députés à la fin de l'année à qui il faut distribuer une belle attestation, ils ont fait le parcours machin et tout, ils nous ont déjà appelé en juin dernier. Ils disent, on veut pour demain des beaux trucs. C'est dingue. Donc on aura une petite gamme événementielle. D'accord, bon. Voilà. Ok. Pourquoi on a été là? Tu voulais voir le back-office. Ouais. Le principe est pas plus compliqué que ça. Non, mais c'est chouette. Et, donc, très beau. Et après, tu as des reports. Qui te servent à faire quoi? Qui te servent à gérer tes données. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ce que tu as envoyé, tu peux le manager derrière. Donc là, tu peux supprimer par exemple quelqu'un, ce qu'on parlait tout à l'heure avec la clé. Je peux supprimer un diplôme. Et donc ça, c'est le lien. Et donc ça, tu l'envoies automatiquement au mec. Après, nous, il y a un mailing automatique si on veut. Sinon, l'école le récupère et le donne comme elle veut. D'accord. Et donc ça, c'est un lien machin bcdiploma.com pour toujours. Oui, pour toujours. Ouais. Et certaines écoles demandent de le faire avec leur nom dans le lien. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais ça doit quand même être BC Diploma? Non, même pas. Non, il y a une redirection. Il y a un paramétrage. D'accord. De toute façon, en fait, là, tu vas lire la data dans la blockchain. C'est pas sur ton site. Donc si ton site tombe, tu peux toujours, si ton site n'existe plus, que tu arrêtes de payer dans le domaine, la data existe toujours. C'est ça, hein? Toute la data existe. Et donc, on est extrêmement aimé de nos clients et de nos prospects parce qu'on garantit un plan de réversibilité que peu de prestataires garantissent, qui est que pour nos clients aujourd'hui, quand on aura beaucoup de volume plus tard, c'est le soft de lecture du diplôme est open source. D'accord. Celui qui est capable d'accueillir C'est pas un navigateur? D'accueillir le clic, ben non, il y a un peu d'intelligence. Quand tu cliques, il faut aller récupérer la clé, faire tourner un algorithme, aller tout chercher sur la blockchain et tout rapatrier. Donc non, mais pour moi, c'est un navigateur, mais pour toi, le soft, il est installé sur ton propre site, c'est ça? Mais les clients peuvent l'installer sur leur site. Le soft de lecture. Quand on clique sur le diplôme et que ça s'affiche, il se passe quelque chose entre les deux. D'accord, Il y a un peu d'intelligence entre les deux. Ouais. Cette intelligence-là, c'est juste un petit programme Java. Qui est open source. Qui sera open source. Que vous avez développé. Qu'on a développé et breveté, parce que c'est la moitié, c'est la partie lecture de notre algorithme. Ah, super. Ok. Voilà. Ouais, bien sûr, parce qu'il faut aller lire avec. Et donc ça, aujourd'hui, il existe que sur ton site à toi, mais tu peux l'installer sur le site des clients, c'est ça? Si le client veut être autonome, il peut l'installer chez lui. D'accord. Et il peut également, ISMAP, ça sera ismap.bcdiploma.com. Oui, bon, ça. Ils ont envie d'avoir leur nom dans l'URL. Ouais. Pas de problème. Mais ça pourrait être même diplôme.ismap.com, installé chez eux, sur leur serveur. Ah, s'ils mettent leur propre serveur, ils mettent ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, trop cool. Il est 29, je vais pas te prendre plus de temps. Est-ce qu'il y a des questions essentielles que tu m'aurais pas posées? Oui, il y en a deux, vraiment très très rapidement. Donc, quand est-ce que tu veux boucler cette levée-là? Là, je suis parti dans les discussions qui sont ouvertes à demander des LOI pour max la fin du mois. D'accord, tu voudrais boucler au moins les LOI fin janvier pour boucler tout en février, quoi, c'est ça? Ouais, parce qu'on sait que ça prend du temps. Enfin, si j'ai un ou deux gros tickets, on sait qu'ils vont prendre du temps en audit, etc. Et t'en es où des 600? Donc tu m'as dit que tu avais des gens intéressés en partie. J'ai des lignes de discussion qui avancent bien.
Des business angels, des fonds, les deux? J'ai business angel, des fonds, j'en vois beaucoup. Je suis pas sûr que ça aboutisse avec les fonds. Ouais. Pour plein de raisons, mais bon, faut les rencontrer. Hein, Ok. Et 2 corporate. C'est-à-dire que j'ai vraiment cherché des investisseurs super. qui sont dans ma chaîne de valeur, Ok. qui pourraient utiliser le produit. Tu peux dire qui c'est? Pour leur... Non. D'accord. Non, ça non, mais des boîtes. Mais c'est pas des écoles, elles n'ont pas d'argent, les écoles. Ah non, c'est pas des écoles. Non, c'est des boîtes, ok, super. Mais dans mes lignes de corporate, j'ai beaucoup réfléchi à où est-ce que j'apportais de la valeur et où des gens auraient envie d'investir chez nous. Donc j'ai des gens qui possèdent beaucoup d'écoles. D'accord. J'ai des gens dans le métier et qui font du gros chiffre d'affaires dans l'IT pour l'éducation. Qui sont déjà des gros acteurs IT pour l'éducation que je peux venir compléter. Et après, j'en ai d'autres qui sont dans d'autres domaines qui touchent la certification plus au sens large. Ok. Voilà, donc super. J'ai essayé de voir où était la valeur vraiment de service et industriel. Ouais, super. Et donc, les LOI qui t'attendent, etc., ça concerne, c'est à quelle hauteur de montant, tu sais, vaguement, quoi, t'en es à 300 sur les 6, à 5 sur les 6 ou... Les jeux sont très ouverts là. D'accord, ok. Ouais, je suis vraiment dans la phase de discussion très super. ouverte. Intéressant, vraiment très très intéressant, merci. Et j'ai une dernière question, effectivement, c'est la question bonus. Tu as fait un petit clin d'œil au tout début de ce rendez-vous. Il y a, pour les gens qui demandent gentiment, un abondement en token pour les investisseurs? Prévu, possible, négociable, pas du tout? On est toujours ouvert à la discussion. Ça se fait pas mal, comme tu sais. Ouais. On est toujours ouvert à la discussion, surtout avec des gens qui ont je serais ravi d'avoir dans le capital des gens qui s'intéressent à mon token. Bah ouais. Là, dans mes friends and family, personne ne s'intéresse au token. Ouais. C'est ça. Ils ne comprennent pas. La plupart des gens ne vont même pas te le demander. Ils comprennent pas que c'est un des actifs les plus importants de ma boîte. La plupart des gens vont même pas penser à te le demander. Ce qui est... Voilà. Mais je sais que, pour les gens qui pensent à demander, je sais que ça se fait pas mal. Et moi, j'aime beaucoup. Et je pense qu'on va en faire de plus en plus. Parce que, en tant qu'investisseur, c'est une sorte de garantie. Moi, ça me fait plaisir. Ouais, bon, tant mieux. Non, mais après, on discutera des montants. Ouais. Mais qu'on comprenne que le token est un des actifs à long terme les plus importants de la boîte, c'est génial. Et d'un point de vue alors bien sûr le token, évidemment c'est pour ça que tu l'as fait, mais il y a aussi un effet garanti, c'est que tu vois des montages, des mécanismes, etc., où le token, même avec une période de vesting de 2 ans, tu te dis, moi j'ai vu des montages d'investissement où c'était à part égale en termes de valeur. C'est-à-dire que tu investis 100K, tu chopes 100K d'actions et tu chopes 100K de tokens. Donc tu te dis, au bout de 2 ans, mon investissement, si le token n'a pas bougé, je suis risk-free, je me rembourse intégralement. Et ça, c'est des trucs que moi je vois. Donc, effectivement, les gens qui ne demandent pas. Ça peut pas, parce que vu le taux de l'Ether, on peut pas être sur du 100-100, même si on regarde notre market cap avec la chute de l'Ether. C'est clair, tu y es même pas. Non, mais évidemment. Donc de toute façon, c'est impossible. Mais tu vois, c'est des trucs, des mécanismes qui sont en train d'arriver qui sont vachement bien, parce que les fonds, ils ont besoin de liquidité. Oui. Ils ont besoin de se rassurer. Tout à fait. Moi, je réfléchis pas exactement comme un fonds, mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, et donc c'est pour ça que je te le demande, et ça me fait plaisir que tu sois ouvert à ça. Et je pense que ça peut être. C'est aussi une façon de dérisquer pour nous cet investissement, et donc entre guillemets qui peut donner plus envie ou qui peut donner plus de raisons d'investir. Voilà. Et bien sûr, après on offrira. On est en train de lancer une gamme B2C. Ouais. Avec, il est où? C'est sur LinkedIn, là, c'est ça que tu m'as montré. B2C avec un partenaire où on va être capable de te dire Gabriel, tu as envie d'avoir ton diplôme, mais ton école n'est pas encore mon client, mais je te le fais quand même. Donc j'ai un partenaire. Ah oui, je vais te donner un BC. On va le développer lundi. Attends, et comment c'est possible ça? EveryCheck, c'est une boîte que j'aime beaucoup avec laquelle on est. EveryCheck, eux, ils sont capables d'aller vérifier les diplômes. C'est ça. Génial. Et ça, je peux le mettre sur mon LinkedIn? Bien sûr. Ah, tu me l'envoies, moi je vais le faire. Je veux trop avoir un diplôme certifié par la blockchain sur LinkedIn. Donc là, on va faire un gros buzz avec notre token. Et donc là, on est en train de tester le produit B2C. Et oui, alors ça c'est gratuit, il faut payer en token, c'est ça? On va voir, on va faire un gros buzz sur le token. Ça va être notre outil. Ce produit-là va être notre outil de com pour le premier trimestre 2019. Trop cool. Moi j'adore. Et donc on risque de le faire, de l'offrir à certains, puis de le vendre que en token pendant un temps court. Vends-le en token. Et après de le faire payant. Trop bien, j'adore. Et moi, tu sais, j'ai un truc, comment ça s'appelle? J'ai Credly. Tu connais Credly? Bien sûr, c'est un de mes concurrents. Oui, mais ils font pas blockchain, j'imagine. Ils doivent avoir un ancrage peut-être. Comme beaucoup, ils mettent un hash, ils savent pas comment ça servir. Et en fait, moi, j'avais fait une école en ligne de web marketing, je sais plus le nom, américaine, une des plus grosses.
Et il m'avait filé un truc Credly. Je l'ai mis sur mon LinkedIn et j'ai ma certification Credly, machin. Je trouve ça génial, quoi. Nous, c'est notre ligne marketing. Ouais. Ok. Et par ailleurs, moi, alors ok, merci, je vais couper, je vais te raconter ça. Puis t'es hyper pressé, on va y aller. Super cool. Tac. Merci à tous. Ouais, merci. Trop cool. Si vous avez des questions, des réactions, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo ou en dessous sur le site web. À bientôt. Et sur Telegram, j'y suis 24/24. Et voilà, sur Telegram. Ah bah oui, bien sûr.